Bonjour, et je range mon bureau numéro 83, me semble-t-il. Alors c'est compliqué, je range mon bureau parce que à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai énormément de livres en retard et donc je sélectionne quelques livres. C'est encore ce que je vais faire aujourd'hui, ce qui veut dire que, bien en fait, la pile ne cesse de s'agrandir. Donc ça, c'est une situation relativement nouvelle depuis quelques mois. C'est parce que je ne fais pas ces vidéos assez souvent, parce que je manque énormément de temps. Mon travail me laisse très peu de temps et puis bon, j'ai aussi parfois, je manque d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai fait une petite sélection. Il y a combien? Il y a, oh là là, il y a 3, 2, 5, 6, 7, 9 livres. Ça va être trop, où je vais devoir en parler brièvement. Et en choisissant ces 9 livres pour faire la vidéo de ce matin, j'ai laissé de côté 24 livres que j'ai lus aussi au cours des derniers mois et que je n'ai toujours pas chroniqué dans ces vidéos où je tente d'être exhaustif et c'est peut-être le problème. Alors en ce moment, il faut dire aussi que j'ai lancé un autre chantier de vidéos, mais cette fois-ci avec des lives sur Twitch. J'ai créé une chaîne Twitch il y a un mois et j'ai déjà fait 2 lives autour d'un projet qui est le projet du centenaire de Ulysse, l'Ulysses de Joyce, qui a été publié pour la première fois par Shakespeare & Company le 2 février 1922, et donc on vient de fêter le centenaire, et à cette occasion je me suis dit que j'allais enfin essayer de lire vraiment Ulysses, que j'avais tenté de lire il y a très longtemps. J'essaie de lancer en parallèle une sorte de projet live qui aura lieu tous les lundis à 18h, jusqu'à plus ample informé. Donc demain, puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche quand j'enregistre cette vidéo, aujourd'hui dimanche 20 février, demain lundi 21 février, rendez-vous à 18h pour le live Twitch. On n'est pas obligé d'avoir un abonnement Twitch pour regarder, on est obligé d'avoir un abonnement Twitch pour commenter, à moins de me demander mon numéro de téléphone portable, auquel cas je vous permettrai de me poser des questions directement pendant le live sans passer par Twitch. Peu importe. Aujourd'hui, je veux parler de quoi? Je veux parler, eh bien, tout d'abord, dans la foulée de ma traduction du livre d'Olivette Otélé, African Europeans. Ça va sortir au début du mois prochain. Ça y est, ça arrive. Dans 15 jours, le livre Une histoire des Noirs d'Europe paraîtra chez Albin Michel dans ma traduction. Et donc, dans cette perspective, je me suis replongé dans le livre que j'avais énormément aimé de Emma Dabiri, Don't Touch My Hair, que je me suis procuré parce que je l'avais lu en bibliothèque dans son édition américaine. Twisted, The Tangled History of Black Hair, c'est un livre très très important. J'en avais parlé dans une vidéo assez récente, il y a 1 an et demi je dirais. J'ai lu l'autre livre de Emma Dabiri, plus récent, What White People Can Do Next, From Allyship to Coalition, dans lequel j'ai aussi noté un certain nombre de pages. Eh bien voilà, ça fait partie des livres, de ces livres non traduits en français, ce que l'on peut certainement imputer à la frilosité éditoriale française, comme le dirait Noémie Grunenwald dans Sur les bouts de la langue, traduire en féministe, qui est un texte sur lequel je travaille pour un séminaire de master avec mes étudiants en ce moment. Voilà, donc j'ai lu, enfin relu, reparcouru, et puis lu le dernier livre d'Emma Dabiri. Et puis j'ai enfin lu un livre dont j'avais lu des extraits lors de sa sortie, mais après avoir traduit le livre d'Olivette Otélé, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le lise. Et j'ai bien fait parce que c'était un livre très riche, très foisonnant. Parfois, on s'y perd un petit peu par moment, qui date de 2018. C'est British d'Afua Hirsch, et dans lequel Afua Hirsch, en fait, elle revient sur toute l'identité complexe des afro-descendants et des afro-descendantes au Royaume-Uni et en Angleterre principalement. Elle fait un peu d'égo-histoire, un peu d'autobiographie autour de sa tentation de s'installer aussi, et sa tentation et sa tentative de s'installer au Ghana à l'âge adulte. Toute cette complication, You're British, si on lit la 4e de couverture, You're British, your parents are British, your partner, your children and most of your friends are British. So why do people keep asking where you're from? Et le titre, très difficile à traduire certainement, j'adorerais traduire ce livre, comme j'adorerais traduire Don't Touch My Hair de Emma Dabiri, c'est British, et Brit, c'est effectivement l'abréviation de British, I'm a Brit, she's a Brit, mais ish en anglais, ça veut dire aussi l'approximation, c'est-à-dire on peut dire it's 5, il est 5 heures, it's 5-ish, il est autour de 5 heures, et donc British, donc la mise entre parenthèses du ish, elle est là pour signifier ce sentiment d'identité approximative. Et c'est ce sentiment d'identité approximative dont Afua Hirsch essaie de faire une force, essaie de montrer bien entendu les énormes inconvénients au sein de la société britannique, mais elle essaie aussi d'en montrer les forces. Bon, j'ai corné un très grand nombre de pages dans ce livre,
parce que j'ai corné, j'ai marqué assez proprement un certain nombre de pages. C'est mes livres, je fais ce que je veux. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je me suis... j'ai fini par me résoudre à corner un petit peu les pages les plus importantes ou les plus marquantes des livres que je lis, histoire voilà, de savoir où aller regarder si j'ai 2-3 recherches à faire ou si je veux me rafraîchir la mémoire. Donc c'est vraiment un très très beau livre et il faudrait vraiment qu'il soit traduit. Un vrai travail d'enquête journalistique, sociologique, qui se couple, donc qui s'apparie avec cette autobiographie, cette forme d'autobiographie. Et il y a en fait 9 chapitres, si on compte l'introduction qui est très importante, qui est assez conceptualisante, un petit peu foutraque quand même, mais assez conceptualisante. Et ensuite, 8 chapitres, vous allez voir, rien qu'avec les titres, Where are you from? Origins, Bodies, Heritage, Places, Class, The New Black, The Door of No Return. Et donc, elle vraiment, she leaves no stone unturned, comme diraient les Anglais. Elle s'attaque à toutes les questions, à tous les problèmes. Elle essaie vraiment d'en faire le tour. Et elle réfléchit aussi énormément à l'identité biculturelle, au métissage et à ces concepts spécifiques qui sont liés en fait à l'histoire des afrodescendances depuis maintenant plusieurs générations et depuis plusieurs décennies. If you are Irish, British, si ces questions vous intéressent, c'est vraiment un livre très important. Et puis, dans une veine, on va dire proche, mais pas tout à fait quand même, le dernier paru de la collection Le mot est faible aux éditions Anamosa, c'est une excellente collection, j'ai été déçu par un ou deux titres, mais globalement c'est très intéressant puisque il cherche un petit peu dans cette collection à faire du, sais-je, de reconstruction, j'allais dire de déconstruction, non, de reconstruction, de réappropriation, de désinvisibilisation, essayer effectivement de débarrasser un certain nombre de concepts d'une gang figée, en fait, d'associations libres ou contraintes qui ont fini par recouvrir le sens originel de ces mots. Et typiquement, ici, c'est Universalisme, hein, coécrit par Mame Fatou Niang et Julien Suodo. Et c'est vraiment un des meilleurs livres de cette collection. C'est un livre limpide, très bien écrit, extrêmement bien construit. Les chapitres se suivent avec une logique imparable, c'est-à-dire extrêmement claire, extrêmement articulée. C'est une très belle démonstration. Comme toujours dans les livres de la collection Anamosa, ça fait un petit peu moins de 100 pages, en comptant en plus en comptant les espèces de pauses, c'est un des marqueurs de la collection. Là, on passe de la page 27 à la page 30, avec un extrait de la page précédente en très grand caractère. Donc c'est un effet de maquette, mais que je trouve assez réussi, hein, qui n'est pas du tout un gimmick. Ils reviennent vraiment sur cette idée d'universalisme en proposant un plaidoyer pour un universalisme antiraciste, c'est-à-dire pour montrer en quoi la manière dont l'universalisme abstrait est souvent cantonné à des significations acquises qui finalement finissent par aller à contresens du concept d'universalisme tel qu'il a été forgé au XVIIIe siècle notamment. En fait, ils démontrent tous les deux, Mame Fatou Niang et Julien Suodo, en quoi il faut justement cesser cette fausse dichotomie, cette fausse opposition entre l'universalisme et puis les communautarismes, par exemple, pour reprendre les débats actuels. Donc un universalisme qui soit vraiment à la mesure du monde. Donc ça rebrasse en fait toutes ces questions de racisme et d'antiracisme. Bien sûr, j'avais écrit l'an dernier une recension d'un livre paru dans la même collection, c'est le livre de Sarah Mazouz, Race. Donc ça recoupe un petit peu les travaux de Sarah Mazouz, puisque Sarah Mazouz, elle terminait son ouvrage sur un plaidoyer contre l'universalisme abstrait. Et donc là, on voit bien qu'on retravaille la question de l'universalisme. C'est vraiment très très fort. Il cite énormément Baldwin, il cite Albert Memmi aussi. Donc il y a évidemment Et puis ils reviennent sur un certain nombre de phénomènes sociaux ou d'actualité qui se sont produits récemment en France. Donc c'est vraiment très, à la fois un vrai ouvrage de sociologie et presque de philosophie, à coup sûr de travail sur les concepts, et c'est aussi un texte très contemporain, très d'actualité, jusque dans ses exemples. Universalisme, on a compris que j'aimais bien. J'ai prévu un petit peu des zones, donc je vous ai fait un petit passage lecture antiraciste, lecture de réflexion sur ces questions d'universalisme, d'identité multiple, la question des afrodescendances, qui est évidemment aussi au cœur
des questions liées au débat sur l'universalisme en France, bien entendu. Donc voilà, j'ai fait des espèces de petits regroupements pour ce matin, pour cette vidéo. Et donc un autre regroupement, bien c'est 2 livres que j'ai lus très récemment. Abdulrazak Gurnah, il a obtenu le prix Nobel de littérature. J'avais fait un papier, un petit peu de synthèse, quasiment à chaud, le lendemain de l'annonce pour le très bon site, très bon magazine littéraire en attendant Nado. Et comme je n'avais pas lu tout Gurnah, je poursuis mon exploration. Et là, j'ai lu à la suite le dernier roman de Gurnah et son premier roman, Afterlives, qui se passe à Zanzibar à la fin, au tout début du XXe siècle, et donc juste avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça montre en fait toute la manière dont les différentes populations et ethnies, déjà au maillage extrêmement complexe en Afrique de l'Est, se retrouvent prises évidemment dans un conflit européen exporté en Afrique, donc avec des allégeances avec les Britanniques ou avec les Allemands qui sont bien sûr lourdes de conséquences. Et ça montre comment évidemment des personnages individualisés, parce que c'est un roman, donc ça s'intéresse à des personnages et à des itinéraires, sont complètement bouleversés et dont la vie est complètement chamboulée, modifiée radicalement par ces luttes colonialistes et par la transposition du conflit européen de la Première Guerre mondiale sur les terres africaines. Donc en fait, moi, je préfère, je crois, les premiers romans de Gurnah, enfin, jusqu'à Desertion, que j'aime énormément. Je suis peut-être plus réservé sur les derniers. Je trouve que c'est finalement trop construit, trop écrit, peut-être. Pas trop écrit au sens du style, mais trop composé, trop construit. Et donc, que le premier, Memory of Departure, qui est très émouvant, vraiment, pour le coup, d'un texte qui se situe après les indépendances. Donc, partagé entre la côte, entre Zanzibar et Nairobi, donc avec une sorte d'effet province-capitale un petit peu tordu, puisque c'est sur des pays différents en l'occurrence, mais la Tanzanie et le Kenya, si on parle du système post-indépendance ou de la structure post-indépendance, ça montre en fait les attentes de familles pauvres, de familles qui ont été là encore victimes de la spoliation coloniale et de la marginalisation des peuples colonisés, des attentes d'une plus grande richesse, d'un accès évidemment à plus d'ambition, à des métiers plus intéressants, avec l'attraction bien sûr de la grande ville, de la grande capitale qu'est Nairobi, dans un contexte familial qui est un petit peu compliqué en plus. Bon, en fait, le livre, moi je le trouve, donc c'est le premier roman de Gurnah, il l'a publié en 1987, Memory of Departure, je l'ai lu la semaine dernière, et moi je trouve que le point fort, en fait, la ligne de force de ce roman, c'est la masculinité. Et ça frappe comme d'une très grande modernité de ce point de vue-là aussi, parce que c'est un texte qui serait beaucoup plus attendu, beaucoup plus convenu, s'il avait été publié aujourd'hui, où ces débats sont beaucoup plus évidents et beaucoup plus ouverts. Ce que montre en fait Gurnah dans Memory of Departure, ce sont les ravages de la masculinité, de la violence des pères, de la violence des pères envers les fils, notamment, et bien entendu plus encore, de la violence du patriarcat envers les femmes, bien sûr, envers les mères, les épouses, les filles, dans une perspective qui est une perspective de critique des normes religieuses, mais aussi à l'extérieur en fait de cette question religieuse. Donc c'est en ça que le livre est vraiment très marquant, très touchant. C'est une histoire d'amour aussi qui occupe plutôt la fin du roman, hein, toute la première moitié du roman, c'est la construction du personnage de Hassan, mais son séjour chez son oncle, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais rencontré avant, et chez sa cousine, à la toute fin du roman, sur le dernier tiers du roman, vient bouleverser en fait la donne de ce qu'il pensait faire, de ce qu'il pensait devenir. Il tombe en fait très fortement et éperdument amoureux de sa cousine. Et je ne vous révèle pas la toute fin d'ailleurs. Pour avoir lu, du coup, le tout dernier livre de Gurnah, 2020, sa fin de carrière pour le moment, on ne sait pas très bien comment il va rebondir au prix Nobel, parce qu'il y a certains prix Nobel qui ont un peu du mal à redescendre sur Terre ou à remettre l'ouvrage sur le métier. C'était intéressant en fait de lire le livre de 2020, le dernier roman, celui de 2020, et juste après le roman de 1987, son premier roman, sachant que Gurnah c'est quelqu'un qui a commencé à écrire, ou en tout cas à publier fort tard, puisque ce premier roman il l'a publié à quasiment 40 ans.
Et donc c'est un roman qui n'est pas un roman de jeunesse, c'est un premier roman, mais c'est un roman déjà long, réfléchi, mûri. Je ne sais pas s'il y a eu X tentatives de romans avant, très probablement, mais c'est un texte qui n'est pas du tout un texte de jeunesse, hein, ou un texte perfectible, ou un texte... et c'était très intéressant de lire ça comme ça, parce que je trouve que finalement, le premier est très fort et très sérieux, en un sens. La caractérisation est à la fois ironique et tendre. Enfin, il y a énormément de travail sur ces personnages qui sont très complexes aussi. Même, je trouve que finalement, au fil des livres, peut-être que Gournas s'est appesanti, c'est-à-dire il s'est senti un petit peu plus contraint de faire histoire, de croiser la petite histoire et la grande histoire, et c'est peut-être un petit peu plus pesant dans Afterlives. Bon, c'est quand même un très grand livre, hein. Autre diptyque dont je voulais vous parler, et ça j'ai lu ça lors des précédentes vacances, à Noël, les deux livres, les deux romans que vient... Alors là, pour le coup, ça n'est pas le premier livre et le dernier, je les ai lus à la suite parce qu'ils viennent juste de paraître. Ils sont sortis, je crois, officiellement en janvier, mais l'éditeur me les avait fait envoyer en décembre, juste avant les vacances de Noël. Donc encore merci à Théam, hein, de Théam Édition, qui publie ces deux livres. Hein. C'est des très beaux livres d'ailleurs, hein, au niveau de la facture. C'est un tout petit éditeur, hein, Théam Édition, mais c'est du très beau travail. Vraiment, il n'y a pas de faute. Enfin, c'est du beau papier, c'est bien imprimé, etc. Bon, ce sont deux livres du même auteur, Patrice Nganang. Si vous ne connaissez pas Patrice Nganang, ça veut dire que vous ne suivez pas trop ce que je raconte sur cette chaîne. Non, mais je plaisante. Mais vous pouvez vous rattraper, bien sûr, il n'est jamais trop tard. C'est un des très très grands écrivains de langue française actuelle. Hein. Pour moi, c'est pas un des plus grands écrivains de langue française africain ou ceci ou cela. Non, on s'en moque. Il fait paraître deux livres simultanément aux éditions de Théam. Premier président noir de France, hein, une sorte de... Moi, je pense que je classerais ça en fait dans un genre que Gide avait plus ou moins inventé ou réinventé, qui est le genre de la sautille. Et c'est un livre délibérément provocateur qui essaie d'imaginer un futur dans lequel il y a eu un président noir, un peu comme Barack Obama en quelque sorte, est arrivé au pouvoir en France, et le roman se situe après ses mandats, et donc une fois qu'il est devenu un ancien président, et donc il y a un universitaire, pas vraiment journaliste, qui essaie d'aller rencontrer ce président dans un petit village de Provence, là où ce président s'est retiré, mais évidemment il s'est retiré avec des protections, enfin des gardes, etc. Donc ça c'est donc ça veut dire qu'en fait Patrice Nganang il fait paraître simultanément deux livres qui sont radicalement différents. Premier président noir de France, il interroge en fait la question des identités noires, des afrodescendants en France. C'est presque un roman un petit peu comme ça qui est promené sur le monde. C'est un peu comme un Till l'espiègle renvoyé avec des miroirs un petit peu qui sont censés être tendus vers les Français, notamment vers les Français blancs en fait, pour montrer tout ce qui dysfonctionne, ou tout ce qui pourrait fonctionner mieux, ou tout ce qui reste à construire peut-être en France en termes de dialogue, d'interculturalité aussi. Et donc c'est un livre qui est très étrange parce qu'il a un côté très abrupt comme ça. C'est comme ça. Dans le futur, il se sera passé ça. Et on a ce personnage qui pourrait être considéré presque comme un alter ego de Nganang lui-même, qui est un alter ego futur ou une sorte de double uchronique de Nganang, qui veut absolument, qui est dans la fascination de ce personnage de l'ancien président, de l'ancien premier président noir de France, et qui veut absolument le rencontrer. Et donc, c'est un côté aussi très immédiat, parce que l'action se déroule sur très peu de temps aussi. Et la quatrième de couverture montre très clairement l'ambition, on va dire, contemporaine, actualiste, je ne sais pas comment le dire, presque sociologique du livre en fait. Hein. Donc c'est un texte qui m'a un peu dérouté, j'avoue, parce que c'est assez inhabituel, ça ne correspond pas du tout, ça n'a rien à voir en fait avec la trilogie que Nganang avait précédemment écrite, entre 2011 et 2018 par exemple, c'est très différent.
D'ailleurs, cette trilogie le troisième tome vient d'être traduit en anglais par Amy Reed, je crois, et publié aux États-Unis chez Farrar, Straus et Giroux, hein, excusez du peu. Donc là, voilà, ça veut dire que la trilogie Nganang, la grande trilogie historique de Nganang, elle est disponible aussi en anglais, en allemand aussi, je crois. Maintenant, tout a été traduit. Donc c'est vraiment une trilogie extrêmement importante. Et ce livre est très différent. Donc, pour le coup, Nganang, il se réinvente, et il réinvente au sein de ses obsessions. L'autre livre paru simultanément qui m'a beaucoup plus plu, hein, je vais le dire comme ça, c'est Mbunjak, mais c'est un livre beaucoup plus ambitieux aussi, Mbunjak, les aventures du chien philosophe. Et c'est une continuation d'un livre publié il y a un peu plus de 20 ans par Nganang aux éditions du Serpent à Plumes, Temps de chien, qui était un livre que j'avais adoré, que j'ai relu plusieurs fois depuis. Et donc, ici, et tiens d'ailleurs à remarquer, il a fait figurer sur la couverture des deux livres Concierge de la République, hein, qui est le sous-titre qu'il se donne, ou le titre qu'il se donne, et ça figure sur le livre. Mbunjak va beaucoup plus loin que Temps de chien. C'est ça qui m'a vraiment emballé. Je suis ressorti très enthousiasmé de cette lecture. Il faudrait vraiment que je puisse prendre le temps d'écrire un petit quelque chose sur le livre, et notamment sur le plurilinguisme dans ce livre, puisque c'est un livre qui, de manière très ambitieuse, et on connaît un très grand nombre, enfin pas un très grand nombre, pas un si grand nombre que ça, mais un nombre maintenant assez significatif d'œuvres qui ont fait la même chose ou qui tentent la même chose, c'est un livre qui tente le plurilinguisme radical, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux passages en pidgin, des passages en anglais, des passages dans un certain nombre de langues, en Medumba aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que le chien, lui, il comprend tout parce qu'il a accès à la compréhension universelle des langues. Mais nous, lecteurs, eh bien, on lit ça et effectivement, il y a des passages plus ou moins faciles à comprendre. Je sais qu'actuellement, mes étudiantes et mes étudiants de 3e année sont pas mal désarçonnés parce qu'on lit ensemble, on travaille sur Lagoon de Nnedi Okorafor, et parce qu'il y a des dialogues en pidgin nigérian. Et en fait, bon, ça ne me pose pas vraiment de difficulté parce que depuis le temps que je lis des textes un peu plurilingues comme ça, je finis par avoir suffisamment de rudiments de pidgin et de différents pidgin pour ne pas être particulièrement désarçonné. Mais les étudiants et étudiantes de 3e année, dont c'est parfois le premier livre, on va dire africain avec beaucoup de guillemets, sont souvent un petit peu bloqués. Alors je ne peux m'empêcher de penser comment il réagirait en lisant ce livre, qui est beaucoup plus désarçonnant parce qu'il va beaucoup plus loin dans le concert de langues, dans une sorte de polyphonie qui est aussi une polyglossie, une hétéroglossie hein, au sens barthinien, extrêmement forte. Et donc c'est très déstabilisant et c'est très bien en fait. C'est passionnant parce que l'histoire est à la fois très dure et très drôle. Hein. Il y a le point de vue de ce chien qui est un chien philosophe, un petit peu dans la foulée d'un Machado de Assis par exemple, très en dessous de la ceinture aussi. Hein. Il y a des éléments très sexualisé, très scatologique, et c'est une description évidemment au vitriol de la politique camerounaise. Là pour le coup ça se passe à Yaoundé, et ça reprend un petit peu le fil de Temps de chien, publié en 2000 je crois, donc il y a un peu plus de 20 ans, et en l'adaptant à la situation récente, donc à la guerre civile avec le Nosso, hein, avec les anglophones du Cameroun, la répression extrêmement féroce et militaire par le régime dictatorial de Paul Biya. Enfin, il y a tout ça, c'est le matériau en fait de Nganang en tant que militant, en tant qu'écrivain militant sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, depuis de nombreuses années, et on le retrouve déployé au sein d'une fiction qui est une fiction, donc comme je l'ai dit, ambitieuse, plurilingue, radicale, en fait, qui ne vous lâche pas une semelle. Enfin, là, il faudrait quand même que j'en lise un extrait, parce que c'est pas possible, je ne peux pas continuer à parler. Allez, je vais lire un extrait du... alors, c'est le chapitre 17 de la première partie, je suppose. Je ne sais plus très bien. Je vais même du chapitre 1. Alors, je ne parle pas de la construction parce que je n'ai pas relu vraiment, reparcouru le livre pour faire cette vidéo. Mais si j'ai le temps d'écrire ce texte que j'ai envie d'écrire sur Mbunjak, il faudra aussi parler de la construction, qui est vraiment impressionnante aussi. Page 130 aux éditions Théam. Vous avez compris, précipitez-vous, ça ne coûte que 15 €. Un très très beau roman, presque 400 pages, mais ça se lit vraiment pas si mal que ça. En fait, voilà, je vous ai dit que ça a heurté un petit peu la compréhension, mais ça se lit quand même assez bien. La promiscuité a ses propres règles et le soupçon son chronogramme. La télévision en était le tic-tac. Quand elle n'était pas au marché, durant la journée, Mama Mado regardait les prédications de Camdem. Conséquence du déménagement, je me disais, car à Madagascar, le bar l'occupait autrement.
Attention, Madagascar, c'est un quartier de Yaoundé. Ici, c'est devant la télévision qu'elle écaillait ses poissons, murmurant les phrases répétitives du pasteur et chantant quand il l'ordonnait. Boza traversa le salon pour utiliser les toilettes. Il la salua en passant et ressortit bientôt avec une blague sur les lèvres. Celui que ces mots n'amusaient pas, c'était Massayo. Je le vis suivre le locataire du regard et son esprit papelé regarder le plafond, tomber sur la télévision ecclésiastique et puis se perdre vers la porte. Je le savais énervé. Énervé pour rien, il se frotta le visage des deux mains, pas encore décidé de l'objet de son énervement. Était-ce sa femme, dont les habitudes de plus en plus réveillées l'alarmaient, ou alors allait-il tacler son jeune locataire une semaine à peine après que ce dernier lui avait donné son loyer dû? Il écarquilla ses yeux, regarda Boza avec insistance alors que celui-ci bavardait encore avec sa femme, et puis il le vit passer devant le miroir pour le rituel familial qui cette fois lui tapa sur les nerfs. « Mon ami, lui dit-il, tu regardes quoi sur toi comme ça ?» Boza le prit sans doute comme une blague, l'extension de la rigolade qu'il tissait soit avec de moi, soit avec sa mère. « Grand, dit-il, le dehors a les dents. » Il ne savait pas encore que la scénographie devant le miroir s'était transformée en champ de bataille et ne remarqua que trop tard que dorénavant mon maître l'y attendait avec tous ses pistolets chargés. Je me demandais, c'est le chien qui raconte tout ça, je me demandais pourquoi Massayo ne disait pas tout simplement au jeune homme, comme le ferait tout bon Camerounais pour une tribu qu'il n'aime pas, de prendre son argent et de partir avec. J'attendais en effet ce moment de divorce public et surtout sa signature habituelle, sorcier. Il ne venait pas, c'est une sorcier avec un K au milieu. Or c'était évident que mon maître était à la chasse au prétexte, dire par exemple à Boza qui lui barrait la voie, alors que ce dernier s'était donné la peine d'éviter la ligne de son regard télévisuel. Et puis, depuis quand Massayo regardait-il les sermons de Camden? Lui dire qu'il devait bien fermer le robinet car les factures d'eau vont me tuer? Vraiment, les coupures d'eau se payaient? Ce n'était certes pas le son louloulou ici, mais quand même. Lui demandait s'il achetait même souvent le savon. Aquieux, le père. J'attendais l'étonnement de Boza qui ne venait pas non plus. Tu veux même que j'utilise les toilettes? Non. Je vais chier où alors? Un jour, Massayo ouvrit les toilettes justement et tomba sur Boza sans caleçon. Il recula en grelottant et je le vis marcher à reculons, revenir au salon en se tenant les testicules à travers la poche, souffler fortement avant de s'asseoir dans le canapé. Le contrôle d'une bite dont M. Ondoa lui avait donné la charge n'était pas facile. Oh. Encore que la plus grande peur du père, c'était l'amitié qui se développait entre Boza et son fils. Ah si seulement Massayo savait. Et j'étais là quand tout avait commencé. Soumi, oui, Soumi qui avait pris l'habitude du tas, qu'il achetait chez Odeshi, avait un soir, alors qu'ils papotaient devant la porte de leur chambre, demandé au jeune locataire où il pouvait s'en trouver à Santa Barbara. « Commence par dire Zina », avait corrigé Boza. « Le français d'ici n'est pas le français de la briqueterie, hein, de Madagascar. Justement, j'ai une go là-bas. À Madago, commandement numéro 6, les mappans de Yaoundé sont des vases communicants, mais ne sont pas jumeaux. » Je m'arrête là, mais vous avez vu la richesse du texte hein, qui oscille entre la situation privée, ce plurilinguisme, très léger ici, hein, vraiment, là ça va. Et l'avis du chien, un avis, on va dire, plus extérieur, plus politique, plus général sur la situation, sur le Cameroun, sur l'identité camerounaise. Donc c'est vraiment très très bien. Il faudrait que je puisse en lire un autre extrait. Oui, il y avait des phrases comme ça. La rumeur fabrique des solidarités contrapunctiques. Son chemin, ce sont les mappans. Son espace, ce sont les cours, les vérandas, les rues du terre. Son domaine de définition, c'est évidemment le Kungang. 2 personnes suffisent, et donc une bouche et une paire d'oreilles. Sa cadence n'est pas mesurable, colportée qu'elle est par les papillons dans leurs envolées phosphorescentes. Elle étonne en premier les lézards, qui lèvent la tête plusieurs fois à sa musique, et quand surpris fuient et vous laissent leur queue. Ils mettent alors en branle les rats et souris, qui dans leur emportée traînent avec eux le son, le rythme, la chanson de la rumeur. Les chiens qui aboient, évidemment, nous les chiens. C'est ainsi que la rumeur va d'un quartier à un autre. Bon, ça, c'est page 265. Voilà, mais c'est un livre vraiment très 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 beau et très très beau, pas au sens d'une beauté éthérée, poétique avec tous les guillemets que ce terme peut recouvrir. Non, c'est une beauté très radicale dans la radicalité aussi du geste narratif et de la satire politique très complexe en fait. Hein. C'est un livre très fort sur le Cameroun contemporain et en fait sur la guerre civile, sur les conflits interethniques. Pour le dire autrement. Mbunjak de Patrice Nganang, paru en même temps que premier président noir de France, qui peut aussi vous intéresser en cette période électorale, chez Théam Édition, et ça se trouve sur le site de Théam Édition, théamedition.com. Celui-ci, il est 10 €, celui-là, il est 15 €.
Et vraiment, achetez ça les yeux fermés. Et puis j'aurais voulu terminer avec Sorrowland de Rivers Solomon. C'est le dernier livre paru, le 3e livre de Rivers Solomon. Son 3e livre paru l'an dernier. Je pense que la traduction se prépare aux éditions Aux Forges de Vulcain. Mais je suis déjà un petit peu crevé, comme vous vous en êtes peut-être aperçu. Donc ça va aller rejoindre les 24 autres qui sont dans les limbes. Il faudrait que je fasse une vidéo toutes les semaines pour apurer un peu la situation. Bon, c'est comme ça. À bientôt.